Bonjour, merci d'avoir choisi cette session malgré toutes les autres qui sont aussi très belles. J'ai une première question avant de démarrer. Pour qui le thème de l'agilité, c'est quelque chose de très nouveau dans la salle? Genre vous venez découvrir. Là-bas, il y a une personne? Non? Pour qui ça fait, on va dire, 3-5 ans que vous naviguez un peu dans ce monde-là? Ouais, ok. Et pour qui, dans la salle, vous êtes dans des organisations dites d'agilité à l'échelle? Ok, d'accord. Eh bien, bienvenue, parce qu'on ne va pas du tout parler de ça. Merci à tous les sponsors, est-ce qu'il y en a dans la salle? Eh bien, merci à vous pour permettre à ce que cet événement ait lieu et à ce que je puisse aussi partager, à minima, ce que je vais faire dans quelques minutes. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Olivier My, donc je suis coach et conférencier. Je suis devant vous. Je l'ai mis, je ne le mets pas habituellement. Je me suis dit que j'allais le mettre ce coup-ci. Coach de dirigeant, coach de manager, coach d'équipe et coach de coach ces derniers temps aussi. Donc, soit j'ai mis coach avec ce que ça veut dire. J'ai juste mis l'adresse de mon site sur lequel vous pourrez trouver un onglet blog dans lequel vous retrouverez des articles sur le monde de l'agilité, des ateliers, une manière de faire les choses qui potentiellement pourraient vous être utiles. Voilà. Donc pour démarrer, j'ai demandé dans le cadre d'une formation que je donnais à des managers le sens qu'ils mettaient derrière le terme agile. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. L'agile, c'est un vocabulaire compliqué. On n'y comprend rien et quand on se parle, on n'arrive plus à se comprendre. Deuxième aspect, l'agile, c'est trop de réunions et on ne travaille plus. Troisième aspect, en fait, l'agile, c'est juste de la vitrine, mais en fait, on n'a rien changé. Et le dernier que j'ai bien aimé aussi, c'était l'agile, c'est ce truc-là avec les tribus, les squads, c'est ça? Ça vous parle, on dirait? Ouais. Et du coup, en discutant avec ces personnes-là, je me suis dit, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que si on prend le manifeste agile de 2001, on se dit qu'aujourd'hui, voilà ce que l'agile inspire, plus de 20 ans après. C'est quand même dommage par rapport à ce qu'on cherche vraiment à faire. Parce que l'agile aujourd'hui, ça ressemble à ça. À ça. Il y en a qui se disent on va faire un design un peu différent pour rendre la chose plus sexy, mais bon, ça ressemble quand même à ça. Et je pense que la meilleure de toutes, c'est celle-ci. Vous la connaissiez celle-là ou pas? Donc c'est la carte du métro. Et de manière très intéressante, il y a quelques mois, j'ai échangé avec la personne qui avait initié cette carte de métro au tout départ et qui me racontait qu'il y avait en fait que la ligne extreme programming, je sais pas, du coup vous la voyez peut-être pas. J'arrive à pointer ici. Non, ça se voit pas. Elle est là. Donc c'était surtout extreme programming qui était au milieu. Et puis il y avait quelques branches autour. Donc c'était ça au départ. Et voilà ce qu'on en a fait. Donc forcément, quand on parle d'agilité et de simplicité, le lien n'est pas forcément direct à l'heure actuelle. Et donc quand moi je voyais tout ça et que je discutais avec ces personnes-là, la réflexion que je me suis faite, et que je me fais toujours aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y a pas un gap entre le rêve de nos belles intentions, c'est-à-dire de développer à la fois des collectifs et des organisations qui sont responsabilisées, adaptables, épanouissantes, avec une certaine réalité aujourd'hui qui fait partie du quotidien des personnes que j'accompagne, où je rencontre des personnes qui sont perdues, qui sont dépitées, qui ne se sentent pas écoutées et qui au final ont cette impression de fausse promesse, justement ce fameux gap entre le rêve et la réalité. Ça m'a amené à des questionnements qui sont les suivants. Le premier, c'est en fait, est-ce qu'on adresse les bons problèmes? Parce que si aujourd'hui, ne serait-ce que le terme agile crée des résistances, c'est probablement qu'il y a quelque chose derrière
qui fait qu'il y a un problème. Si vous apportez une solution à un vrai problème, il ne devrait pas y avoir autant de résistance. Et la question suivante, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'agiliste, et je mets les linistes derrière, hein, d'accord, est-ce qu'on fait, on fait plus de bien que de mal? Et aujourd'hui, la réponse que moi j'ai n'est pas si claire. Dans cette même direction, je fais un petit clin d'œil à un de nos collègues qui s'appelle Denis Migaud, qui avait sorti une conférence en 2023 sur ce thème-là, qui s'intitulait « Souffrance au travail, comment l'industrie agile y contribue ». Si vous avez l'occasion d'aller la voir, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à le faire. Encore une fois, comme toute conférence, c'est-à-dire que tout ce que je vais raconter aussi, c'est à regarder et à intégrer de manière curieuse, au sens écoutez, faites-vous votre propre avis, parce que chacun et chacune d'entre nous avons nos convictions, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et je pense que c'est important d'avoir en tête qu'en tant qu'agent du changement ou vous qui êtes dans des organisations, c'est important que tout ce que l'on fait vous soit utile plutôt que ça vous desserve. Lorsqu'on parle d'agilité, la plupart du temps, de quoi on parle? Quand on vous présente l'agilité, c'est par quoi qu'on commence la plupart du temps? Autonomisation, ok. Il n'y a pas un document dont on vous parle? Scrum Guide? Ouais. Scrum Guide, c'est bien quand les gens l'ont lu déjà. Mais le manifeste, habituellement. Et donc, dans ce manifeste-là, vous avez effectivement une petite page avec des valeurs. Et derrière, vous avez un petit lien que vous pouvez cliquer avec 12 principes sous-jacents. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces 12 principes sous-jacents, il y a un principe bien officiel qui semble bien oublié. Et ce principe-là, c'est celui-là. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Comme je vous le disais, voilà comment l'agilité est présentée, c'est un peu les posters que je vous montre aujourd'hui. Et pourtant, on a extrêmement du mal à faire simple. C'est pour ça que moi, je vais parler de ça aujourd'hui. Et quand je creuse un peu un sujet, je regarde ce qui existe déjà en termes de littérature et je suis tombé sur ce bouquin-là. Un bouquin de Dominique Leroux qui parle de l'art de la simplicité. Et quand je commence à regarder l'introduction, elle fait une dédicace, entre guillemets, où elle adresse ce livre à toutes les personnes qui désirent vivre plus simplement, et donc mieux matériellement, physiquement, psychologiquement, spirituellement, pour les aider à explorer l'immense potentiel dont ils et elles sont dotés. Je me dis, c'est sympa déjà, comme démarrage. Bon, on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc pour votre information, ce bouquin-là, il date des années 2005, je crois. Donc ça date, quand même. Et pourtant, vous allez voir que les propos sont toujours d'actualité. Donc on va naviguer un petit peu dedans. Qu'est-ce que Dominique nous dit? Elle nous dit que déjà à l'époque, elle informait sur les potentiels dangers d'une société de consommation qui est dans l'excès et dans l'opulence. Vous voyez que c'est toujours entre guillemets le cas. L'excès et l'opulence qui fait qu'on consomme énormément d'énergie et énormément de ressources et qui fait que justement aujourd'hui, on en est à drastiquement couper de partout pour essayer de survivre de la manière dont on peut. On utilise tellement d'énergie et de ressources qu'il y a également un excès et une opulence dans les biens matériels. Un des exemples qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de la fast fashion. Ça parle à tout le monde, la fast fashion? Donc c'est vraiment c'est fast fashion, donc c'est la fashion, donc plutôt la partie vêtements, fast, rapide. Et donc c'est lorsqu'on est dans ce mouvement-là de la fast fashion, ce qui est important n'est pas de savoir est-ce que ce vêtement me plaît en tant que tel et répond à un besoin, mais c'est quel va être le nouveau vêtement. Donc lorsqu'on va dans cette dimension-là, ce qui est important, c'est plutôt d'aller dans la quantité plutôt que d'aller dans la qualité. Et donc vous voyez qu'on est bien dans l'excès et l'opulence. C'est un peu la problématique qu'il y a derrière. Et qui dit quantité dit probablement déchets, derrière en plus. Donc il y a un mouvement de la société qui va dans ce sens-là. Et lorsqu'il y a un mouvement d'un côté, il y a souvent le contrepoids de l'autre côté. Et donc il y a d'autres personnes qui, dans le même temps, se posent la question de comment est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de plus simple, de plus naturel. Et le terme naturel est important parce qu'il y a un rapprochement et une connexion à la nature qui se fait de plus en plus.
comment est-ce que la nature fonctionne et comment est-ce que, grosso modo, on pourrait aussi faire pareil plutôt que toujours transformer et essayer d'imposer nos propres règles à quelque chose qui fonctionne déjà. Et donc ces personnes qui veulent revenir à la simplicité, au naturel, ont une recherche qui est légèrement différente. C'est une recherche de sens. Comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux contribuer au monde avec qui je suis aujourd'hui et en harmonie avec tous les éléments qui sont autour de moi. Vous voyez qu'il y a une nuance qui est assez forte et peut-être que vous oscillez entre ces deux mondes, c'est tout à fait OK, mais il y a ces deux mouvements qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Dominique introduit le terme de la simplicité de cette manière. La simplicité, c'est posséder peu pour laisser la voie libre à l'essentiel et à la quintessence des choses. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait simple et qu'on possède peu, au moins les choses que l'on a sont celles qui ont vraiment de la valeur. Lorsque vous avez moins, vous avez mieux ce qui vous correspond. Et vous allez voir que c'est vraiment tout le travail qu'on va chercher en fait à faire aujourd'hui. Elle nous parle de plusieurs aspects, et moi je vais vraiment vous décrire tout ça. J'aime bien cette image. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle du poids des possessions. Et je trouve ça intéressant parce que, ne serait-ce que dans le monde de l'entreprise, donc vous allez voir qu'on fait un parallèle avec la vie de tous les jours, mais dans le monde de l'entreprise, à quoi ça correspond ces possessions-là, selon vous? Vous avez une idée? Une charge pour une entreprise. Alors ça peut être, effectivement, le terme est intéressant. Une charge pour... Ça peut être des process, les méthodes, les outils, tout ce que vous mettez en fait en place. Plus vous mettez de choses dans votre entreprise qui l'alourdit, moins vous pouvez être agile. Alors que souvent, le mouvement que l'on fait, c'est l'inverse. Paradoxe. Et donc le poids des possessions, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il s'avère que beaucoup de personnes considèrent que ce qu'elles ont est représentatif de leur accomplissement et de leur succès. Et encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste que lorsque j'associe mon identité à ce que j'ai, le problème, c'est que à chaque fois, je veux en vouloir plus. Ce qui fait que fut un temps, quand l'agilité démarrait, il y avait des gens qui faisaient du Scrum. Et si le copain il fait du Scrum, moi aussi je veux faire du Scrum. Puis ensuite, il y a eu Kanban. Tout le monde veut faire du Kanban. Sauf que la plupart du temps, les gens font du Kanban parce qu'ils veulent juste plus faire de Scrum. Et puis ensuite, vous avez plein de nouveaux mouvements qui arrivent derrière. Vous avez le Lean IT, le Lean UX, le Lean revient aujourd'hui, d'une certaine manière. Mais vous avez encore d'autres choses, vous avez Team Topology. Aujourd'hui, il y a une tendance avec Org Topology. Et au-delà de la valeur de chacun des éléments dans l'absolu, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui? Et c'est une vraie question. Pourquoi? Parce que ce qui importe, c'est d'être maître de nos désirs et pas esclave de nos possessions. C'est pour ça que j'ai bien aimé la phrase d'Olivier Fortier tout à l'heure, qui disait si vous avez un processus qui ne vous est pas utile, alors c'est que c'est vous qui servez le processus. C'est exactement la même idée qui est là. Et on le voit avec nos téléphones portables, par exemple. C'est presque nos téléphones portables qui drivent nos comportements lorsqu'on est dans une conversation, par exemple. Lorsqu'il sonne, c'est lui qu'on va regarder potentiellement. Donc le message derrière ça, c'est comment connaître vos propres limites pour justement définir ce dont vous avez vraiment besoin. C'est là qu'on réussit à définir la différence entre une envie et un besoin. Et il n'y a rien de mal à une envie. C'est juste de réussir à la caractériser. C'est ce qui va vous aider en fait à pouvoir choisir. Dans la simplicité, il y a une grande difficulté. Parce que lorsqu'on commence à vouloir revenir à l'essentiel, c'est-à-dire commencer à jeter des choses, ça veut dire prendre des décisions. Mais ce sont des décisions qui sont difficiles. Pourquoi? Peut-être que vous vous souvenez de ce jean que vous avez dans votre placard. Et que vous vous dites, ce jean, je pouvais le mettre, fut un temps.
Je le garde parce qu'un jour, je sais que je pourrai le remettre quand je me remettrai au sport. Vous vous rappelez de ce temps-là, derrière? Moi, j'ai des t-shirts plutôt, c'est ça, je me dis, voilà, je vais faire un truc. Et malgré le fait que ce soit une nostalgie plutôt agréable, une des problématiques, c'est que ça peut vous enfermer dans le passé. Et là, je parle de biens matériels, mais c'est pareil avec des personnes, des relations, une image de vous-même que vous faites aujourd'hui. Et donc, jeter et libérer, c'est une décision qui est difficile. La problématique de jeter, c'est que parfois on a fourni tellement d'efforts pour avoir ce que l'on a, qu'on va se sentir coupable de jeter. Et on va se dire, mais c'est du gaspillage. Je l'ai acheté, j'ai fourni un effort et je vais gaspiller. Mais gaspiller, c'est quoi? C'est garder ou utiliser quelque chose qui n'a plus de valeur pour nous. Si vous définissez que ce que vous avez n'a plus de valeur, alors à ce moment-là, vous pouvez donner, vendre, recycler. Et à ce moment-là, le sens que l'on donne à l'action de jeter n'est plus le même. Et donc la culpabilité n'a plus de sens non plus. Donc jeter pour que vous répondiez à vos propres besoins et potentiellement donner ou faire que ce que vous avez puisse servir à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Parce que jeter, donc ça requiert de l'effort, mais ça vous force à juger de ce qui est utile chez vous. Et donc si ça ne vous est pas utile, essayez de le libérer. Et si vous vous posez la question de si c'est utile, jetez d'abord, vous saurez après. D'accord? C'est souvent quand on perd des choses qu'on se rend compte qu'on en avait besoin. C'est une manière de faire la chose. Pour les gens, évitez de le faire trop vite, parce que les biens matériels, c'est plus facile, mais pour les gens, réfléchissez un peu à 2 fois avant de le faire. Mais lorsqu'on le fait, et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça lorsque vous déménagez, par exemple, et que vous ne voulez pas tout emporter, en fait, quand on jette, c'est extrêmement libérateur. Pourquoi? Parce que dans un bureau, dans un espace, quand je parle d'espace, je parle dans les espaces physiques, mais un espace dans la tête aussi, bah, ça vous permet de créer l'environnement qui vous permet d'être plus libre, de faire plus ce que vous voulez et d'être un petit peu plus vous. Et pourtant, c'est très difficile. Donc, libérer cet espace, c'est vraiment un effort. Et pourtant, c'est la base pour pouvoir décoller et vous libérer. Et c'est ça qui est dur. Parce que quand on veut changer, et qu'on veut marcher par exemple, quand vous marchez, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir cette capacité d'arracher le pied de derrière pour le mettre devant. Et on le fait tous les jours. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour pouvoir aller vers un futur qui me convient mieux? Et c'est ça en fait la grande difficulté. Comment est-ce que je peux me libérer du poids du passé et embrasser l'avenir avec courage? Et changer, c'est ça, en fait. Et est-ce que j'ai besoin de plein d'outils, plein de méthodes, etc.? Peut-être pas. Ou peut-être simplement ce dont j'ai besoin. Le problème de jeter ou de revenir à la simplicité, c'est qu'il y a un risque derrière, qui est un risque social. Parce que lorsque je fais différemment, je peux être mis à l'écart. Et on le voit aujourd'hui que la différence, on a beau avoir cette envie sociétale et affichée de valoriser la diversité, vous vous rendez bien compte que c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile d'être d'accord avec quelqu'un qui est d'accord avec nous que de valoriser les différentes opinions et de travailler la chose. Bah, c'est pareil avec le fait de faire plus simple. Ici, donc Dominique parlait plutôt de la notion de parce que je fais plus simple, j'achète moins, je consomme moins, et donc si je consomme moins, je contribue moins à l'économie. Donc je deviens un danger. Si je fais un parallèle, parce que je ne fais pas du safe ou que je ne contribue pas à donner de l'argent pour une certification qui va renforcer un business, je peux devenir un danger pour l'économie. Okay? Et je n'ai rien contre safe fondamentalement. C'est juste pour vous expliquer que parfois on renforce un système et on peut être mis à l'écart pour ça. Derrière, si je ne fais pas comme tout le monde, je deviens marginal. Parce que tous ceux qui le font vont naturellement pouvoir vous tirer dessus. Et si je fais différemment, est-ce que c'est un problème ou pas? Ben non, parce que si je fais différemment, la grande différence c'est quoi? C'est que je fais un choix conscient. Et quand je fais un choix conscient, je vis pleinement qui je suis et surtout,
j'assume les conséquences de mes actes. Je ne suis pas juste en train de me plaindre, ce truc-là, ça m'a été imposé, et je fais avec. Au contraire, faire autrement pour vivre pleinement, comme ça, j'ai plus besoin d'épier les voisins, mais au contraire, je fais mes propres choix pour aller vers le futur qui me correspond. Donc c'est vraiment l'expression de sa propre identité. Et ça, je parle à titre individuel, bien sûr, mais il y a un parallèle à faire avec l'entreprise. Qu'est-ce que votre entreprise, votre équipe, votre entreprise veut développer pour ses propres objectifs. On en vient donc naturellement à l'art du minimalisme. Et pour faire moins, il y a 3 compétences à développer. La première, c'est la discipline. La discipline, c'est cette capacité à se contraindre pour faire une action. Et donc la contrainte, c'est comment est-ce que je juge, j'évalue et j'enlève. Premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la netteté. Quand je dis netteté, ça vous fait penser à quoi? Ça vous parle, le terme? Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas vous, moi, à côté de mon évier, j'ai un égouttoir. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. En tout cas, j'ai un égouttoir. Où, après avoir fait la vaisselle à la main, on pose toutes les assiettes. Sauf qu'il peut y avoir une tendance où cet égouttoir devient le nouveau placard de vaisselle. D'accord? Et quand c'est comme ça, et que vous allez dans votre cuisine et vous regardez, souvent, c'est pas net. C'est justement le bordel qu'il y a autour de ça. Ouais, vas-y. Tu parles des 5S? Alors, je peux en tout cas en parler à côté. Il peut y avoir un lien. Moi, je parle juste du fait que c'est pas net. D'accord? Les 5S peuvent t'aider parce qu'effectivement, il y a un côté net qui se crée de par la visualisation que tu vas mettre en œuvre, etc. Mais ce n'est pas direct, mais en tout cas, c'est une bonne référence. Et donc, cet égouttoir-là, le fait simplement de prendre les choses et de les remettre dans le placard, vous recréez une netteté au niveau du bac de l'évier. D'accord? C'est juste un exemple. Mais c'est pareil sur vos bureaux, donc les 5S. Ou c'est pareil dans votre tête. Donc la netteté, c'est ça. Comment est-ce que je recrée un espace qui me permet de bâtir d'une manière plus consciente dessus? Et la dernière, c'est la volonté. Parce qu'en vrai, il faut vouloir le faire. Donc vous voyez que ces 3 compétences-là, elles se nourrissent mutuellement. La discipline, c'est comment est-ce que je me contrains à le faire. À faire quoi? À créer de la netteté autour de moi. Netteté au sens, est-ce que ce que j'ai, c'est bien ce dont j'ai besoin pour pouvoir construire? Et enfin, avoir cette capacité à vouloir le faire. Parce qu'on sait que procrastiner est très facile. Donc l'art du minimalisme, c'est vraiment un effort. Faire moins est un effort. Tout ça pour nous aider à éliminer en douceur, mais avec rigueur. Pourquoi? Parce que changer n'est pas forcément un processus qui se doit d'être brutal. Et ça, c'est un message vraiment qui est important pour moi, c'est que vous pouvez changer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie. Et depuis qu'on est tout petit et toute petite, on ne fait que changer en douceur. Et c'est ce qui fait que vous ancrez un changement qui est beaucoup plus pérenne. Choisissez vos possessions sans les subir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire préciser ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc c'est vrai dans ce que vous achetez, dans ce que vous utilisez. C'est vrai avec les personnes qui vous entourent aussi. Et c'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on ne veut plus, mais pensez aussi à définir ce que vous voulez, ce que vous aimez. Exercice difficile, mais particulièrement enrichissant. À quoi ça nous sert de faire ça? Lorsqu'on sait un peu plus ce que l'on veut et un peu plus ce que l'on ne veut pas, ça va nous aider à faire des choix qui sont beaucoup plus pertinents par rapport à nous. Un exemple. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience de voir une paire de chaussures que vous trouvez super belle, et puis vous mettez le pied dedans, et vous sentez que voilà, il y a un petit truc sur les côtés qui fait que ça serre un peu, ou comme moi, vous avez les pieds larges et du coup, vous ne trouvez jamais une chaussure à votre pied. Et là, vous avez le choix. Est-ce que la chaussure est
si belle que je suis prêt à souffrir toute ma vie ou pas. Et donc faire des choix exigeants, c'est vraiment de faire ce choix-là. En tout cas, ça a parlé. Moi, j'ai fait le choix de me faire mal parfois, mais parfois de faire plein de magasins pour trouver ce qui me correspond. Et donc, évaluez toujours ce que vous voyez. D'accord ? L'évaluation de est-ce que ça me convient, est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est bien quelque chose dont j'ai besoin maintenant. C'est une manière de vous contraindre lorsque vous ne trouvez pas exactement ce qui vous convient. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Vous voyez ce couteau ? Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience d'utiliser un couteau qui ne coupe pas ? Oui. Et vous voyez la sensation que c'est ? Donc, j'ai un couteau qui ne coupe pas, je coupe, je force, je transpire, etc. La seule chose que je peux me dire, c'est « ouais, bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas acheté cher. » Mais vous voyez ce que ça vous coûte en termes d'expérience. Alors que celui-là, vous imaginez, vous le prenez dans la main. Rien que de le fait de le prendre dans la main, déjà vous êtes content de l'avoir dans la main. Parce qu'il a été fait pour que ce soit agréable à tenir. Et puis ensuite, quand vous commencez à découper ce que vous avez envie de découper, vous avez le plaisir de la découpe. Je devrais faire du téléachat, hein. C'est qu'en fait, derrière ça, il n'y a pas que l'objet et sa fonction. Il y a aussi toute l'expérience qui vient autour. Un exemple assez cohérent avec ça, vous avez peut-être déjà mangé dans un restaurant gastronomique. Dans un restaurant gastronomique, en tout cas dans ceux dans lesquels je suis allé, je ne suis pas allé dans beaucoup, dès qu'on entre dans le restaurant, on n'est même pas seul à enlever notre manteau et à le mettre sur notre chaise. Déjà, on nous a pris le manteau pour aller le mettre sur le porte-manteau. Puis ensuite, on va commander, on va regarder la carte, on va dire « moi, je veux ça ». Et puis quand le plat arrive, la personne dit « voilà ce que vous allez manger ». Je sais, je l'ai choisi. Mais le fait qu'on me le raconte, il y a une histoire qui vient avec. Et il y a des petits cadeaux qui viennent avec. J'avais pris un cocktail sans alcool, et puis après, je me suis retrouvé avec 10 gâteaux avec. Vous voyez, c'est ces petits plus qui font que l'expérience est différente. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand on a goûté à la qualité, alors on ne s'accommode plus de la médiocrité. Et le terme médiocrité, pour moi, est important. Parce que je trouve qu'on a trop tendance à s'en accommoder. Et peut-être qu'on pourrait faire autrement. Lorsqu'on a jeté, lorsqu'on a rendu notre espace net et plus simple, alors, il ne reste plus qu'à harmoniser ce qui reste. Parce que la simplicité, c'est aussi créer une harmonie entre très peu d'objets, les seuls indispensables. De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin et qu'on arrive à faire jouer ensemble ? C'est pareil chez soi, c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Parce que n'oublions pas que dans une maison, ce n'est pas la décoration qui devrait être essentielle, mais les personnes qui s'y trouvent. Et pour moi, ça devrait être pareil en entreprise. Donc pour résumer un petit peu tout ça, Dominique, dans son livre, nous donne quelques conseils pour le faire. Je vais juste vous donner quelques bribes, parce qu'il y en a 34. Et donc je vous en ai pris juste un extrait. N'acceptez pas ce que vous ne voulez pas, ce qui veut dire réfléchissez à ce que vous voulez. Deuxième aspect, ne vous sentez pas coupable de jeter. Je vous disais, si ça ne vous sert pas, ça servira probablement à quelqu'un. En plus, vous faites une bonne action à donner, recycler et jeter. Troisième aspect, vérifiez l'adéquation entre vos besoins, vos possessions, et si vous doutez, jetez. Parce que si vous faites ça, et que ça vous était important, au moins vous le saurez à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Posez-vous naturellement la question, pourquoi est-ce que je garde ça ? Est-ce que c'est un doudou ? Et c'est OK, tant que ça ne vous enferme pas dans le passé. Distinguez vos besoins de vos envies. Il n'y a pas de problème avec les envies, tant que vous savez distinguer l'un de l'autre. Et privilégiez la qualité, parce que vous y gagnerez en satisfaction. Est-ce que ça va jusque-là ? Je
vérifie juste où j'en suis. Ok. Très bien. Donc ça, c'était la simplicité au sens général. À la fois chez vous, mais c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans le monde de la transformation. Et avant d'aller dans la transformation, ce que je vais vous inviter à faire, parce que vous êtes les uns à côté des autres, très attentifs à moi, mais vous avez tous et toutes un contexte. Ce que je vais proposer de faire, c'est de discuter à 2, 3, et de réfléchir à, dans les contextes, que je sais qu'il y a des accompagnants, il y a des gens qui sont dans les entreprises, etc., réfléchissez au sens global. C'est qu'est-ce que vous avez chez vous, donc soit entreprise, soit chez vous, aujourd'hui que vous n'arrivez pas à jeter, et pourquoi? Voilà, je voulais juste discuter 2-3 minutes sur ça, et on revient ensemble après. Ok? À vous. Non. Voilà. C'était 20, hein, c'est ça? Ok, je vous propose de revenir ensemble. S'il vous plaît, je vous propose de revenir ensemble. C'est toujours beau à voir les sourires de ces discussions pour jeter des choses. Parce que vraiment, dans ces groupes-là, vous avez, en tout cas les visages que j'ai pu voir, il y a ce sourire parce que d'un côté, vous vous retrouvez souvent sur les choses, mais la question que j'ai pour vous, c'est quelles sont les raisons du pourquoi vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous pouvez m'en partager quelques-unes? Sentimental, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou en tout cas, vous n'avez pas le pouvoir de décider. On oublie qu'on a un fort pouvoir d'influence, si on ne peut pas décider, mais je vous rejoins. Est-ce qu'il y a autre chose? La résistance au changement. C'est que de jeter des choses, ça induit forcément d'aller vers autre chose et ça fait peur. Tout à fait. Et justement, c'est sur cet aspect-là que je trouve intéressant, c'est que pour changer, il y a souvent un inconfort. Et souvent, c'est l'inconfort de la relation. C'est pour ça que j'aime bien le côté on n'arrive pas à décider, parce que ça arrive dans plein d'aspects. Mais c'est comment est-ce qu'on réussit à avoir la conversation qui nous permet de faire le pas suivant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Bon, on va rester simple, hein. Je peux me brancher là. Merci. Super. Alors, on va en parler un petit peu. Mais c'est voilà, le point qui, moi, me paraît important aujourd'hui et qui est vraiment un axe que je trouve super intéressant à travailler, c'est cet inconfort de devoir jeter. Soit c'est quelque chose qui est chez vous et qui est l'inconfort que vous avez à jeter, soit parce que c'est sentimental. Et donc, c'est un inconfort de relation de vous à vous. Soit c'est quelque chose qui est plutôt collectif. Et comment est-ce qu'on réussit à avoir cette conversation-là? Parce que des fois, ce sont des processus sur lesquels on veut travailler et qu'on n'arrive pas à enlever.
ces fameuses réunions que l'on a et qu'on n'arrive pas à enlever, mais parfois c'est lié à des rôles. Je ne vais pas pointer les managers, parce que voilà, je pense que c'est un rôle qui est nécessaire sous un certain angle, mais typiquement, c'est toujours intéressant de discuter de quel est ce rôle, quel est l'impact qu'il y a à l'intérieur et comment est-ce qu'on peut simplifier certains aspects. Donc c'est l'inconfort de cette relation-là qui n'est pas évidente. Et donc si on voulait parler de transformation simplement, à quoi ça ressemblerait? Ce que je vous propose, c'est de prendre une image, l'image d'un voyage. Et pas de pied, bien sûr. Et donc dans un voyage, qu'est-ce qui se passe? Il y a un point de départ. Et ce point de départ, c'est votre contexte. Ce contexte, c'est quoi? Quand vous voulez partir en voyage, peut-être que c'est parce que vous avez eu trop la tête dans l'eau et vous dites j'ai besoin de respiration. J'ai besoin d'aller voir le soleil. J'ai besoin d'aller mettre les pieds dans l'eau. Il y a un besoin initial parce que là où vous êtes, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait, insatisfaite. Dans le monde de l'entreprise, première étape, ce serait de définir c'est quoi vos sources d'insatisfaction au départ? S'il n'y a pas de source d'insatisfaction, pourquoi changer? Et c'est un vrai questionnement. Quelles sont les sources d'insatisfaction internes, donc à vous, ou membres de l'entreprise, et externes, si vous servez quelqu'un? Est-ce que vous avez ces informations-là? Ça vous donne une vision plus claire de là où vous voudriez aller. Deuxième aspect, il y a une destination. Si vous savez que vous voulez aller voir la mer, vous regardez tout ce qu'il y a autour de la mer. Si vous voulez voir autre chose, vous allez voir autre chose. La question qui va se poser, c'est est-ce que ce qui est important, c'est le pays, l'endroit, ou est-ce que c'est l'effet que ce pays et cet endroit va vous apporter? Et pour moi, c'est ça qui importe. C'est que vous avez une source d'insatisfaction. Quels sont les résultats que vous cherchez à obtenir? Si je veux aller en Italie, est-ce que c'est pour aller en Italie ou c'est pour aller manger des bonnes pizzas? Si je vais en Asie, est-ce que c'est pour voir plein de gens brider comme moi? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, pour naviguer dans une culture qui est différente? D'accord? Vous voyez la différence entre ces éléments? Donc, il y a un contexte, source d'insatisfaction au départ. Quels sont les résultats que je cherche à obtenir? Et ensuite, après, on définit le chemin. Et pour définir le chemin, certains critères me paraissent importants, probablement qu'il y en a d'autres, mais il y a déjà quel est le temps que je suis prêt à investir dedans? Quel est l'argent que je suis prêt à investir dedans? Donc forcément l'un est lié à l'autre. Et troisième aspect, quels sont les sacrifices que je suis prêt à faire pour y aller? D'accord? C'est là que vous avez souvent les discussions entre est-ce qu'on y va à pied, est-ce qu'on y va en avion, est-ce qu'on y va en train parce que c'est plus écolo? Vous voyez que le chemin va forcément être défini de par ces contraintes-là. Et il n'y a pas de chemin automatique. Lorsqu'on a fait tout ça, bienvenue, vous avez choisi le monde de l'agilité comme étant un chemin. Super, on s'y lance. Et donc, quand on vous parle du manifeste agile, on vous dit, voilà, il y a tout ça qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est individu et interaction. Très bien. Sauf que la plupart du temps, ce dont on parle, c'est quoi? Exactement. Oh, il y a un cri du cœur là. Merci. Et donc, des processus et des outils, d'accord? Paradoxe, encore une fois. Et je pense que le paradoxe vient aussi du domaine dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le domaine de la tech. Et malheureusement, on a tendance à résoudre les problèmes par la tech. Un élément que j'ai trouvé intéressant, plutôt que de pointer ça, parce que ça, c'est quelque chose qui est vaguement précis quand même. D'accord? On voit un peu l'idée, individu, interaction, processus, outils. Mais maintenant, comment on y va? J'avais trouvé ça donc de Jeremy Akers, qui avait reformulé le manifeste agile, que j'ai trouvé intéressant, qui est en fait, si le manifeste agile était une manière de remettre en question la manière dont on faisait les choses avant, autant les remettre en question. Et donc, les questions qui se posent, c'est en fait, quels sont les genres de processus et d'outils qui nous permettraient
de donner du pouvoir aux individus et aux interactions. Quelles seraient les formes de contractualisation que l'on pourrait mettre en place qui nous permettraient d'améliorer la collaboration client? Quels seraient les types de documentation qui nous permettraient de faire que les solutions marchent? Et quelles seraient les sortes de planning qui nous permettraient en fait de mieux répondre aux changements? Vous voyez que quand on formule ça sous forme de questions, il n'y a plus d'injonction et d'obligation, et on comprend bien qu'il y a une question de curseur qui dépend de notre contexte, de nos objectifs et du chemin qu'on est prêt à définir. C'est plus de responsabilité chez toi, mais c'est probablement moins de frustration sur le chemin. On se lance sur le chemin. Mais en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin? De pas grand-chose. Il faut voir les choses. Quand vous voulez jeter des choses chez vous, je ne sais pas si vous êtes de la team je mets tout par terre, je sors tout, et après je range. Il y a des gens qui sont de cette team-là? Ça dépend des fois. Ouais, ça dépend. Il y en a quelques-uns, mais pas trop. Hein. Ouais. Pour faire la machine à laver. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis voilà, moi, j'aime pas déranger les trucs parce que déjà, je sais plus où les mettre. Donc déjà, c'est voir les choses. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? Dans mon entreprise, on veut voir le travail déjà. Ensuite, on veut voir le process, comment ce travail il se balade, et ensuite, on veut voir les gens. En vrai, on n'a besoin que de ça. Puis après, on veut se focaliser. Parce qu'on sait qu'on veut faire moins, on veut faire bien. Il y a tellement de choses à faire que autant qu'on sorte des choses. Et pour se focaliser, quoi de mieux que de faire moins pour faire mieux? Et enfin, si ce que l'on produit, parce que ça veut déjà dire qu'on arrive au bout, donc qu'on produit quelque chose, si ce que l'on produit remplit les objectifs que l'on a, bah, on continue et on amplifie. Si ce n'est pas le cas, on réfléchit à autre chose. Et donc c'est bien en fonction des résultats. D'où le fait qu'il faut avoir défini les résultats, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière répétée. Et en vrai, on n'a pas tellement besoin de plus que ça. Et la question que vous pourriez me poser, ok, mais c'est quoi l'outil et la méthode qu'il faudrait utiliser? C'est quoi la méthode agile qu'il faudrait utiliser? Cette grande question, qui hérisse la plupart du temps les poils des gens qui sont dans les événements agiles. Il y a une phrase dont je me souviens, et là je me rends compte vraiment que je ne vais pas être dans les temps, qui est une des phrases que j'avais mis moi sur mon premier tableau Kanban que j'avais mis en œuvre. La chose la plus importante à savoir au sujet des méthodes de processus agiles, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a que des équipes qui sont agiles. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui s'adapte? Ce sont les gens, ce n'est pas le process. Les processus que l'on décrit comme agiles sont des environnements pour permettre à une équipe d'apprendre à être agile. Et cette personne, c'est une personne qui s'appelle Don Wells. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des personnes qui connaissent Don Wells? C'est une personne qui a contribué au développement d'Extreme Programming. Et Extreme Programming donc, fait partie des approches agiles et donc des personnes qui ont contribué au manifeste agile. Et vous voyez que déjà à l'époque, il disait bien que les méthodes agiles, fondamentalement, ça n'existe pas. Illusion collective. Et donc si c'est un environnement qu'on veut créer pour permettre aux gens d'apprendre, bah, comment est-ce qu'on fait? Bah, on crée l'environnement avec les bonnes conversations, parce que finalement, c'est ça, individu-interaction. C'est comment est-ce qu'on réussit à se parler. Mais de quel sujet on peut parler? Il y a un très bon bouquin, vraiment que je vous recommande, qui s'appelle Agile Conversations, qui est sorti il y a un certain temps, mais qui vraiment vaut le coup d'être lu, qui nous donne quelques pistes. Donc moi, j'ai un petit peu modifié la chose, mais grosso modo, c'est la même idée. Les discussions autour du sens. Dans quelle direction on va? C'est important de savoir dans quelle direction on va. Pourquoi? Parce que ça nous donne la motivation pour y aller. Et on parle beaucoup d'engagement, mais en même temps, comment vous voulez être engagé sur quelque chose que vous n'avez même pas choisi? Premier aspect, comment est-ce qu'on a cette conversation autour du sens? Autour des engagements, qu'est-ce que moi je suis prêt à faire pour la direction qui a été définie? Qu'est-ce que moi je suis prêt à faire en tant qu'équipier dans cette équipe pour l'objectif qu'on a à faire? Et quel est l'engagement que moi j'ai vis-à-vis de toi, mon coéquipier, par rapport à là où je veux aller?
avoir ces conversations-là, c'est une manière déjà d'enlever énormément de nœuds dans les relations. Une conversation autour des inquiétudes, parce que c'est important de savoir ce dont on a peur. Parce que dès qu'on parle de ce dont on a peur, ça nous permet de créer la confiance. Et enfin, pour information, j'ai 2 minutes. Confiance, parce que tout ça n'est fait que pour apprendre ensemble. Et donc, vraiment, ces 5 conversations, moi, me paraissent fondamentales. Au-delà d'apprendre un nouveau framework ou un nouvel outil, parce que lorsque dans une équipe, c'est mon expérience en tout cas qui parle, lorsqu'une équipe fonctionne, tout ce que vous lui donnerez fera qu'elle surperformera. L'inverse est pour moi un échec aussi très fortement probable. Dans les 1 minute 30 qui me restent, je vais vous parler de ce 3e aspect qui me paraît super important, qui est le rôle des agents du changement. C'est-à-dire que, en tant qu'agent du changement, et donc moi j'en suis un, il y en a parmi vous aussi, nous sommes le miroir de la transformation qu'on essaye d'amener et de développer. Et donc c'est important de développer ces 3 aspects que sont la simplicité, la patience et la compassion, parce que ce sont nos plus grands trésors, si on suit Lao Tzu. Et donc la première, c'est la simplicité. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Première chose, c'est limiter le jargon. Si je n'arrive pas à parler d'agilité sans utiliser les termes Product Owner, Scrum Master, PO, BA, PPO, PPPO, j'en ai connu, hein, des proxy PO, Delivery Leader, Agile, j'en sais rien quoi. D'accord ? Si je n'arrive pas à utiliser des mots simples, comment est-ce que vous voulez créer la connexion avec des gens qui veulent juste faire leur travail? Très difficile. Parce qu'en limitant le jargon, vous redonnez du sens et vous créez le sens qui est nécessaire pour créer l'alliance avec les personnes. Et je vous donne juste un petit exemple, et après j'essaierai de terminer sans trop déborder. Vous avez des touristes qui viennent chez vous. Prenons des touristes japonais. Ils arrivent avec leur appareil photo, je caricature encore une fois, et ils viennent vous voir. Et lorsqu'ils vous parlent en japonais. Vous réagissez comment? Sauf si vous parlez très bien japonais, et auquel cas vous faites partie d'une petite portion de la population, du coup c'est je comprends rien à ce que tu me racontes, et presque va voir ailleurs. Si le ou la japonaise vient vous voir et vous parle en anglais, et on va supposer que vous parlez un peu anglais, on a trouvé un terrain d'entente qui fait que chacun a fait un pas vers l'autre. Vous avez déjà en fait une première connexion. Vous avez le 3e cas, où le japonais ou la japonaise vient et vous dit quelques mots en français. Ça change totalement la relation. Parce que vous sentez que la personne elle a fait un effort pour aller chez vous. D'ailleurs, elle est chez vous, sous un certain angle, mais elle a fait un effort pour aller chez vous. Là, vous pouvez commencer à entamer la conversation. D'accord ? Donc, limiter le jargon, c'est une manière de faire un pas aussi chez l'autre, pour comprendre ce qui se passe. 2e aspect, patience, privilégier l'inspiration à l'injonction. Plus vous allez vers l'injonction, plus vous allez risquer en fait d'avoir de l'irritation et surtout de la fameuse résistance au changement. La résistance n'existe que parce qu'il y a quelque chose qui se heurte au chemin que moi j'avais défini au départ. Respecter les personnes où elles sont, parce que si elles n'y arrivent pas, ce n'est pas parce qu'elles sont idiotes. Pas toujours. Okay, mais respectez là où elles sont parce que chaque personne a une histoire. Et c'est cette histoire qui est importante à comprendre lorsqu'on contextualise. Et enfin, ayez la compassion, c'est-à-dire apprécier plus que juger. Apprécier, ce n'est pas dire c'est bien, etc. C'est donner de la valeur aux choses, plus que juger. Ça vous donnera une ouverture qui vous permettra d'être beaucoup plus impactant dans les transformations que vous faites, à la fois individuelles et collectives. Et donc comprendre plus que convaincre. Et donc, s'il y avait 2 compétences particulières à développer, selon moi, en tant qu'agent du changement, et vous allez voir que quand je parle d'agent du changement, en fait, je parle des coachs, je parle aussi des managers, je parle de toutes les personnes qui devraient être acteurs du changement, c'est l'exemplarité, cette capacité à montrer que je suis là aussi, il n'y a pas que vous, il y a moi aussi dedans, et l'humilité,
cette capacité à accepter ce qui est, ni plus, ni moins. Ce n'est pas parce que je suis agent du changement et que je connais un peu plus de choses sur le sujet que je vous amène que je suis meilleur que vous. C'est aussi ça le travail de l'humilité. Et donc pour conclure, voilà, j'y arrive. Le message que j'ai pour vous, c'est la simplicité peut être une stratégie de transformation. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez dans l'image, on a cette tendance à considérer que une transformation, c'est un chemin et une ligne droite. Ce qui fait que s'il y a un obstacle sur le chemin, on se pose la question de est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse? Alors que si vous voyez le chemin tel que vous le voyez sur l'image, les obstacles et les rochers font partie du paysage. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter à l'environnement que vous avez? C'est une autre manière de voir la transformation et développer une agilité qui est justement adaptée parce qu'elle est adaptée à votre contexte. Et donc pour vraiment terminer, une dernière citation de Confucius. La vie est vraiment simple, mais on insiste pour la rendre compliquée. Et sur ce, je vous remercie.